Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Pour cette dernière émission de la journée, on refait le salon. Tout est bon à dire, mais il ne faut pas de langue de bois, il faut aller droit au but. Et pour cet exercice, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Lecoq. Salut Raphaël. Bonjour Jean-Paul. Tu représentes aujourd'hui le site internet plainchamp.com. Très bien. À ma droite, Adrien Cahuzac, que je connais depuis 2003, donc quelques années déjà. Tu représentes ici l'AFJA, l'Association française des journalistes de l'agriculture et de l'alimentation, et le magazine RIA, la revue de l'industrie agroalimentaire. dont tu es le rédacteur en chef. Exactement. Bravo. Raphaël Leboul, Bonjour. agriculteur. Agriculteur, Dans une producteur belle d'ail région. à la Drôme, magnifique. Ouais. Et producteur d'ail de- de semences. Bon. Raphaël, quand tu te balades un peu dans ce salon, qu'est-ce que tu ressens? Je me suis baladé dans le salon. Bon, j'ai tenu le stand Yara parce que, en fin de compte, je pense que nourrir les plantes, c'est quand même la priorité avec de l'eau. Par contre, je suis baladé un petit peu et j'ai trouvé quand même que dans ce salon, c'est très festif, très jovial. Mais dès qu'on gratte un tout petit peu, eh ben, les gens sont tristes. Ouais. On leur dit qu'il n'y a plus d'eau, on leur dit qu'il n'y a plus Oui, de... mais là, tu me parles des agriculteurs, mais il y a un agriculteur sur 6 dans le salon. Après, c'est les Parisiens. Ah, c'est quand même la ferme France, c'est Ouais. la fête des agriculteurs, c'est Et- la fête de l'agriculture Et tu française. sens que ces agriculteurs, ils sont pas heureux. On a un marasme général, on est attaqué de tous les côtés. On nous demande, là on commence déjà à nous dire qu'il n'y aura plus d'eau cet été, que nos cultures ne seront pas arrosées. On fait quoi? Je viens sur le stand de Yara, que je trouve ça très bien, enfin des usines localisées en France qui peuvent nous aider à amener à nourrir les plantes. Et qu'est-ce qu'on fait? On critique. On parle de produits phytosanitaires pour aider les plantes à ne pas mourir de maladies, pour éviter tout ce qui est problème de champignons, etc. etc. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On critique. Ouais, mais Raphaël, moi j'ai l'impression que tu vois un peu en noir. Et la souveraineté alimentaire, tout le monde en parle dans les allées. Le président de la République l'a dit 42 fois. Jean-Paul, on fait qu'en parler. C'est des grands mots, des grands mots. J'ai ma fille qui est là, qui reprend l'exploitation avec moi. On attend un an parce que 2023 nous fait peur. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à payer les 7 salariés qu'on a à la maison? Oui, non. On a des augmentations de tout, on va peut-être plus avoir d'eau, on va peut-être... Vivre le vivre agricole qu'on avait avant, on se demande. Moi j'ai 52 ans, ma fille veut revenir, je suis fier qu'elle revienne, mais ça fait peur. Ouais, et en plus, tu fais bons produits, tu fais des produits qui se vendent bien. Alors on fait de l'ail de semences et c'est vrai qu'on commercialise en France, à l'étranger, on a un gros développement, ça fonctionne. Mais si on n'a plus d'eau, si on n'a plus d'engrais, si on ne peut plus passer le pulvérisateur, c'est le mot tabou, Donc tu gagnes bien ta vie, mais par contre, tu as peur que demain, ce soit pas pareil, c'est ça? je gagne bien ma vie, mais je veux pas que ma fille soit dans une merde noire. Donc c'est l'incertitude. Ben là en ce moment on est dans ces phases transitoires. Ouais. On a tout qu'à augmenter. Et l'inflation, comme le consommateur, on le subit de plein fouet. Et quand tu vois dans les allées ces aéropages de cabinets ministériels avec tout le monde agricole qui suit comme ça le ministre ceci qui passe, où il se serre les mains et au final il n'en ressort rien. Il a très bien parlé le ministre, hein. Il a dit plein, mais maintenant je voudrais des actes. Des actes. Parce qu'on nous dit des grandes choses, on développe, on nous dit que oui, la souveraineté alimentaire, oui, la France, on est fiers de vous. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit rien. Ben oui, mais chaque année c'est pareil. Chaque année je vois les ministres passer, les agriculteurs qui courent derrière et ça change rien. Oui, mais je trouve que le marasme qui se passe là avec l'augmentation des énergies, ça commence à être très 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 compliqué. Ouais, tu sens que aujourd'hui c'est inquiétant. Raphaël, qu'est-ce qui t'énerve toi? Alors énervé, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je rejoins un petit peu Raphaël, un petit peu sur notre gouvernement et sur notre ministère qui aborde beaucoup de sujets, que ce soit sur les pesticides, sur l'eau, sur l'agriculture biologique, avec beaucoup d'intentions, mais en fait peu d'annonces concrètes, quoi. Donc on est aujourd'hui lundi, 2 jours après l'ouverture du salon. Le président de la République n'a pas dit grand-chose. Il a juste évoqué en fin de journée un plan pesticides dont on ne sait pas bien ce qu'il y aura dedans. On entend aussi des injonctions un petit peu contradictoires entre la parole du président de la République et puis celle du ministère de la Transition écologique. Donc je me mets un peu à la place des agriculteurs qui ne savent pas trop sur quel pied danser. Et c'est vrai qu'à certains endroits, on peut se demander aussi, de la part de nos gouvernants, de savoir est-ce qu'ils savent, eux, sur quel pied ils dansent, quoi. Voilà. Sur l'eau, on est face à un gros problème potentiel là, et c'est vrai qu'on parle beaucoup du Varenne de l'eau, mais concrètement, on attend la matérialisation en fait de ces décisions. Alors le ministre de l'Agriculture a récemment annoncé qu'au mois de juin, il y aurait une 60aine de projets aujourd'hui bloqués qui vont apparemment d'un coup entrer en service, donc des réserves d'eau,
des projets de territoire dans une soixantaine de bassins donc, en France. Ça fait des années en fait, qu'on attend ça et tout d'un coup ça va se débloquer en juin. Donc faisons confiance à la parole ministérielle et attendons le mois de juin. Sur le bio aussi, il y a les agriculteurs bio aujourd'hui qui sont dans la panade. Tout le monde est en attente d'une aide d'urgence et tous les syndicats confondus pour le coup, hein, FNSEA, Confédération Paysanne, la FNAB, tout le monde est sur le même registre. Et là, est-ce qu'il y a une volonté politique, sachant que les objectifs sont affichés, on est déjà en retard par rapport à ce qui était programmé pour 2022, on devait être à 15% de SAU en AB, on est à 10%, l'objectif c'est 18% en 2027 je crois, et 25% l'objectif 2030 pour l'Europe. Bon, a priori on n'y est pas du tout, on peut comprendre aussi la retenue du gouvernement face à la demande en produits bio qui s'essouffle depuis maintenant un an. Donc encourager les agriculteurs à faire bio quand les consommateurs ne sont pas prêts à le payer, ça pose aussi question. Et là on rejoint les problématiques d'inflation, d'aide aussi aux consommateurs, les plus démunis ou les consommateurs bio pour faciliter l'accès à ces produits-là. C'est mort le bio? Non, Bon, je vais faire du positif. Comment on peut sauver le soldat bio? Alors il faudrait déjà que l'État respecte ses engagements, par exemple, à travers la loi Egalim. Depuis le 1er janvier 2022, la restauration collective publique est censée acheter 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% de bio. À cette heure-ci, on est à 6 ou 7%. Donc si là, on agit sur la demande, et si l'État n'est pas en mesure d'appliquer par ses services les lois que lui-même a votées. Donc là, on peut se poser des questions. C'est souvent le cas. Il y a souvent le cas. Là, on vient d'avoir une émission sur un éleveur qui a été condamné à 110 000 €, éleveur dans l'Oise, parce que ses voisins ont voulu, quelque part, tirer un peu au travers d'un procès en revenu ou faire augmenter le prix des maisons. Enfin, je ne sais pas, il y a eu des histoires derrière. Et il y a une loi qui protège justement les biens immatériels liés à l'agriculture. La loi a été promulguée, mais un an après, elle n'est toujours pas appliquée, il n'y a pas les décrets, etc. Résultat, elle a été condamnée à 110 000 € pour son exploitation. Donc on sent aussi qu'il y a et ce qui a été dit clairement, c'est que c'est l'administration, c'est cette lourdeur qu'il y a dans la descente entre la loi et l'application qui fait qu'on se retrouve avec des situations assez incroyables. Mais quand même obligé, vouloir que la Ferme France passe à 18% de bio, on commence à regarder s'il y a un marché pour déjà les 10-15%. Pas le problème. Moi, en ce moment, je dois avoir en semences d'âge, je dois être régulier. Donc, je suis pas bio, mais j'ai des collègues qui sont producteurs bio. Je vends à des bio. Et là, ils ont vu leur ail bloqué parce qu'il n'y avait pas de vente. Donc, on ne promulgue pas le bio s'il n'y a pas de marché en face. Et l'État le fait bien. Ils disent, je veux 18%. Mais il n'y a plus de marché. Ou le marché est là, mais à hauteur de 8-10%. Mais pas plus haut. Et s'il y a trop de marchandises, le prix s'effondre. Ouais, parce qu'on a voulu faire du bio une généralité, alors que c'est un marché de niche. Peut-être qu'on ne peut pas imposer un niveau comme ça. Tous les marchés de niche fonctionnent très bien, mais dès que l'État prend quelque chose, on voit le HVE, on est dans la même idéologie où il promouvoit le HVE, et là, nous en aille, on gagné 30 centimes avec du HVE, ça y est, c'est fini. Parce qu'on veut faire du HVE. Et le bio, on ne peut pas lancer des productions sans maîtrise de la commercialisation. Adrien, à toi, c'est quoi qui t'énerve le plus? Alors moi, ce qui m'énerve, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, une forme de décorrélation entre les réalités du métier des agriculteurs aujourd'hui, les difficultés dans lesquelles ils se trouvent, et puis l'image d'Épinal que peut avoir l'opinion publique, les citoyens qui sont là aujourd'hui pour voir des vaches, des animaux. Donc un petit peu une forme décorrélée des difficultés du métier. Et ça, je trouve qu'en fait, l'opinion publique, les Français qui sont là aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment en tête les difficultés historiques que traverse le monde agricole aujourd'hui. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Ouais, mais est-ce qu'on se raconte la vérité? Les gens qui sont là, ils sont là pour quoi? Boire un coup, manger avant tout? Je pense qu'il y a deux formes de public. Effectivement, il y a de plus en plus des gens qui sont là pour prendre un coup, notamment chez les régions. Et ça a été fort parce que samedi soir et dimanche, c'était une catastrophe. On se comprend. Ouais. Donc peut-être que ce soir, ça sera un peu plus soft. Mais il y a aussi beaucoup de scolaires qui sont là pour voir des animaux dans le rôle 1, voir la diversité des cultures en France. Donc il y a ces deux
publics qui ne se parlent pas forcément, qui ne vont pas dans les mêmes halls. Quand tu disais tout à l'heure, en fait, pour le bio, qu'on essaie d'imposer en fait un niveau, pourquoi toi tu n'as pas fait du bio? Alors moi, au niveau de mon exploitation, j'ai 40 hectares d'ail de semences qui représentent 80% de mon chiffre d'affaires. Mes clients comptent sur moi pour avoir la même régularité de rendement tous les ans pour que je puisse les fournir. Donc le problème du bio, c'est que une année, tu vas avoir des maladies, et là, tu perds ta récolte. Et une année, tu n'as pas de maladie, tu as des grosses récoltes. Mais ce yo-yo-là, je ne peux pas l'accepter par rapport à mes ventes. Peut-être des prix en fonction des hectares et non pas en fonction de la quantité livrée, non? Sauf que je suis producteur de plants de semences, et j'ai des hectares en face. Ah oui, donc c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que la priorité, la majorité de la production de plants d'ail ou de semences d'ail est en conventionnel. Mais on a une partie bio, et quand ils n'en ont pas assez, ils viennent chercher du conventionnel pour boucher. Mais si toute la production était bio, ça serait très compliqué. Mais c'est pareil pour tout. Pour tout, pour des céréales, pour du pain, pour ce qu'on veut. Mais pour autant, les dérogations qui permettent aujourd'hui d'acheter des semences ou des plants non bio, s'agissant de l'ail, ça va s'arrêter bientôt, ça. Et comment feront les producteurs et comment toi, tu feras si demain tu dois produire des plants des semences d'ail exclusivement bio pour les bio? Donc je ne produirai pas des semences bio pour les bio. Le problème, c'est quand il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande, les dérogations sont faisables. Alors c'est vrai qu'on nous parle là, dans 2-3 ans, de bloquer les dérogations. Mais simplement, s'il n'y a pas de dérogation, ça sera la mort du bio en ail. C'est comme les néonicotinoïdes, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ça peut tomber, tu peux ne plus avoir accès. Après, je suis président de Prosemail, le regroupement de tous les producteurs de plants conventionnels et bio. Je suis président de ça. On fait ce qu'il faut avec Oniflore pour arriver à s'en sortir. Ouais, mais tu sais que la filière betterave, ils pensaient aussi s'en sortir. On parle de produits chimiques. Là, on parle de dérogation. On parle d'un papier ou d'une molécule. C'est quand même largement différent. Ça veut dire quoi, faire ce qu'il faut, taper à la bonne porte? Non, c'est rappeler à tout le monde, dans toutes les administrations possibles et imaginables, que de la semence uniquement bio n'est pas viable, même que pour alimenter la filière bio, ça sera toujours déficitaire. Et que les années où il y aura beaucoup d'attaques de maladies, nous on est sur de la rouille, du staphylium, les années où il y aura beaucoup d'attaques de maladies, il n'y aura pas les volumes en face. Donc en fin de compte, la filière se détruira elle-même. Et puis il y a un problème aussi, pardon Jean-Paul, de concurrence et de distorsion intracommunautaire quand même, parce qu'on le voit justement sur la betterave, tous les pays aujourd'hui ne sont pas logés à la même enseigne. Sur le bio aussi, c'est différent en fonction des climats, des coûts de production. Sur la betterave, il y a des pays en Europe qui vont pouvoir produire de la betterave avec des néonicotinoïdes. Donc il y a quand même des problèmes aussi qu'il faut résoudre, je pense, au niveau européen, quoi. Et nous en ail, c'est pareil, on a des produits phytosanitaires homologués en Europe que la France nous a enlevés. Et là, c'est une distorsion de concurrence qui est vraiment énorme. En plan, on n'a pas trop de problèmes parce qu'on est sur la culture porte-graines, donc on a des ouvertures, mais en consommation, oui. Et dis-moi, en ail, on est souverain ou pas? Ou on importe beaucoup? En ail, on est souverain du mois de août jusqu'au mois de janvier. Septembre. Et après, on importe? Après, on fait de l'importation. Alors pour moi, on importe idéologiquement de l'importation européenne, c'est-à-dire qu'on va les taper en Espagne. Après, on a l'Argentine qui peut rentrer. Après, on a un tout petit peu d'Égypte. Mais là, cette année, vu que la production espagnole est un peu plus basse, on voit de nouveau du Chine rentrer. Et là, ça pose beaucoup de questions. Du chinois ionisé? Du chinois ionisé pour qu'il n'y ait pas de germination et surtout qu'on retrouve... Une fois que l'ionisation est passée, on ne retrouve plus de produits phyto, on ne retrouve plus rien. On est vraiment obligé d'avoir de l'ail ionisé, qu'on doit manger de l'ail ionisé? Ah non, nous en France on a interdiction de faire de l'ail ionisé, on a interdiction de la ionisation, donc nous on fait du frigo. Distorsion de concurrence, on est en plein là-dedans là. Et surtout la Chine, parce que actuellement en France on vend à peu près 3,50 € le kilo, l'Espagne est à 3,10 €, 3,20 €, la Chine rentre à 1,90 € conditionné. Mais pour l'instant, on a des accords, parce qu'on a une interprofession dans l'ail qui est très forte. Et on a des accords. C'est-à-dire qu'on fait un tour dans les magasins, s'il n'y a pas d'ail français, on bouge un peu le magasin et ça marche. C'est le monde agricole, ça. Mais par contre, on a des accords avec les grandes surfaces. Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Mais on fait attention à tout, et très vite. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi on est obligé de manger de l'ail chinois ionisé? Pourquoi tu ne bosses pas plus et tu ne fais pas plus d'ail? Parce qu'il n'y a pas d'eau, pardon. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Bon, l'année dernière, c'est compliqué. Mais non, c'est parce qu'en fin de compte, la production, on a globale. Et puis surtout, que cette année, je parle de l'année dernière parce que c'est l'ancienne récolte, mais la production de l'année dernière, en fin de compte, même en Espagne, on a eu des problèmes de qualité à cause de la chaleur.
Et donc moins de rendement et de l'ail qui est moins stable. Ouais, mais vous exportez quand même un savoir-faire au Canada, je crois, non? Alors là, on Des revient sur la champions, là, semence. maintenant, un nouveau On marché revient sur qui- la semence. Donc au niveau du plan, on a un marché qui s'ouvre au Canada où il y avait 4% de la production. Là, ça y est, on est monté à 9-10% de production d'ail pour la consommation locale. Mais elle ne viendra jamais en importation avec la Chine ou elle ne rentrera jamais en France. Donc c'est un petit marché qui est génial à développer, mais qui est tout petit. Raphaël, on a beaucoup parlé de souveraineté alimentaire. Alors, on a fait une émission assez intéressante hier. Le thème, c'était l'agriculture otage d'une guerre mondiale. Alors, premier point, est-ce qu'on est dans une guerre mondiale, à votre avis, Adrien? Oui, de plus en plus sur certains produits. Alors peut-être pas sur le l'ail, quoique si justement Bon, on a que la 6 mois de Chine en survie. avait, Hein, voilà. c'est vrai. Mais après il y a d'autres productions qui sont beaucoup plus locales. Mais sur les céréales, bien sûr, on est sur des guerres complètement mondialisées qui se renforcent, quoi. Ouais, et puis il y a le conflit ukrainien qui nous a rappelé à la réalité. Il y a la Chine et les États-Unis, on le sent là que ça arrive quand même, hein, il faut être réaliste. Et par contre, ce qui nous a été dit dans cette émission, c'est que les stocks alimentaires, ils n'étaient pas du tout en Europe. Ils sont en Chine, la moitié des céréales de stock c'est en Chine, après les États-Unis, l'Europe quasiment pas, et on n'a que des stocks privés. Aujourd'hui, est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir une souveraineté alimentaire? Je sais pas, qui souhaite répondre? Aucun moyen. On nous enlève des produits phyto, on nous enlève Ouais, mais de toi tu l'engrais. dis la Non, souveraineté c'est les produits phyto. Mais non, la souveraineté alimentaire, c'est d'arriver à produire, faire des produits de qualité avec les produits qu'il faut pour y arriver. Et arriver à faire des rendements. On est d'accord. On nous tape tout le temps dessus. Donc oui, quand on parle de bio, les rendements baissent, le prix monte. Mais la souveraineté alimentaire, et j'ai rien contre le bio, soyons très clairs, mais on n'y arrivera pas avec le bio. Une année, ils vont faire 30, 40 quintaux de rendement. Une année, ils vont en faire 80. Mais donc, on avait une ferme France magnifique. On est en train de la dégrader. On nous parle de souveraineté alimentaire en nous mettant des bâtons dans les routes partout. On dit à tout le monde, faites des lacs de stockage d'eau. L'eau se stocke facilement. Chaque fois, c'est annulé. On a des problèmes de partout. Donc la souveraineté alimentaire, elle sera chez les autres, par chez nous. Hein. Et moi, je pense qu'en fait, on en parle de plus en plus. Quand même, il y a un affichage politique qui est réel. Le ministère de l'Agriculture, c'est aussi aujourd'hui le ministère de l'Agriculture et la souveraineté alimentaire. Sauf que, en fait, derrière, on se rend compte qu'il n'y a pas de budget. Il y a des problèmes d'équilibre économique, d'équilibre d'argent public. Et le ministre de l'Agriculture et la souveraineté alimentaire doit annoncer, je crois, jeudi, un plan de souveraineté alimentaire sur les fruits et légumes. Et déjà, on commence à voir que finalement, il n'y aurait pas grand-chose dedans. Donc, il y a quand même un problème entre les discours et la réalité, quoi, autour de cette autant question. se le dire, la souveraineté alimentaire, on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu compliqué. Et surtout, je pense qu'aussi, les questions viennent d'Europe. Les réponses viennent d'Europe. Doivent venir d'Europe. Raphaël, Oui, ton avis? évidemment, il y a la question des moyens de production. Raphaël, il a raison. C'est vrai qu'à travers les produits phyto, à travers l'eau, à travers les engrais, très clairement, les moyens de production sont mis à rude épreuve. Après, si on se projette un peu plus loin aussi, il y a la question du renouvellement des générations. Parce que là, on est face à un mur démographique. Demain, on aura beaucoup de paysans qui vont partir à la retraite. On ne va pas en installer autant. Pour autant, est-ce qu'on va perdre des surfaces? On continue de perdre des surfaces agricoles. L'artificialisation, elle nous est promise à zéro net à l'horizon 2050. C'est très très loin. Et on se demande si l'État va tenir ses engagements, parce qu'il y a une pression foncière telle, la population augmente, il y a besoin d'infrastructures, etc. Donc il y a la question, le foncier, c'est aussi un moyen de production fondamental. On voit qu'il s'érode, il y a des moyens de le protéger, mais il y a aussi une grosse inquiétude là à moyen terme qui va éroder potentiellement le potentiel de production. Donc c'est pas gagné, hein, je crois. On reste là-dessus? C'est loin d'être gagné, mais par contre, c'est tellement beau d'être agriculteur. Mon boulot de paysan, je kiffe. Ouais. Mais arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues. Bon ben voilà, merci beaucoup d'être venu ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture pour débattre de cette question, et je vois que vous avez un public qui soutient vos propos, et puis surtout, merci à vous.